Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 8. Je suis le lieutenant de police Solange Chocan et j'ai en charge l'enquête sur le meurtre d'Alice Ménestrel. Au départ, tout pouvait sembler simple et limpide. Mais comment résoudre un meurtre qui se répète plusieurs fois? Épisode 31. La prêtresse de l'ordre était donc assise sur une sorte de grand fauteuil en osier, posé juste devant le potomitan. On aurait vraiment dit un trône de fortune. Elle se tenait droite, la tête haute, les yeux ouverts mais vides, et malgré toute l'agitation qui avait secoué la petite clairière, elle était restée sans bouger. Dans un premier temps, aucun des nouveaux venus ne s'intéressait à la Mambo. En revanche, ils se portèrent au secours de Solange et d'Isaac. C'est là qu'ils remarquèrent avec stupéfaction que parmi les personnes inconscientes et allongées se trouvaient également Marc Giraud, Sam Ménestrel, Roger Roy, Aurore Roy et, plus surprenant et plus étonnant, Alice Ménestrel. Il y avait également 50 autres personnes au visage peint. Tout était plongé dans une léthargie qui inquiéta Fred au plus haut point. Il se précipita vers Solange, s'accroupit à côté d'elle et lui prit le poignet pour sentir son pouls. Ce dernier était faible. Il lui ouvrit les paupières pour voir ses yeux, mais Isidore intervint alors. « Laissez-la. Surtout ne la réveillez pas. » Fred eut un geste de recul. « Pourquoi on ne peut pas la laisser comme ça ?»« Regardez la Mambo. » C'est à ce moment que tous remarquèrent la posture étrange de la prêtresse. Borel s'approcha un peu, mais la jeune femme n'eut pas de réaction. Fred demanda à Isidore ce qui se passait. « C'est un rituel appelé le Devis Ragoul. La prêtresse a communié avec Ragoul, invoqué sa puissance et sa colère. Ce dernier a ouvert l'âme de la Mambo à sa force, et ce dernier a pu attirer tous les pénitents que vous voyez là dans son esprit. »« Mais c'est quoi ces conneries ?» s'emporta Fred. « Vous doutez encore ?» lui demanda Isidore serein. « Après tout ce que vous avez lu, vous doutez encore ?» Le légiste ne répondit pas, mais l'expression de son visage laissait transparaître tout à la fois sa colère et son scepticisme. C'est Borel qui mit fin à la situation gênante. « Bien, alors, que devons-nous faire ?» Isidore sortit de sa poche un petit sac en toile de jute qui contenait une étrange poudre bleue, très poisseuse, dont il se couvrit la paume de la main gauche. Il prit plusieurs fois de suite une grande respiration, les yeux fermés, puis se pencha à son tour sur le corps de Solange. Il se livra à un petit rituel étonnant. Il posa la main sur son visage, ferma les yeux et récita quelques mots incompréhensibles. Après un court instant, il se releva inquiet. « Quelque chose ne va pas, » dit-il simplement. « Comment ça, quelque chose ne va pas ?» demanda Fred. « Je n'arrive pas à... » « Vous n'arrivez pas à quoi ?» Isidore fit un signe contrarié. Il ignora l'injonction du légiste et se pencha sur Isaac, avec lequel il pratiqua le même geste. Le major eut un petit sursaut, il tousseta. Il commença à bouger un peu et Borel eut l'espoir de le voir ouvrir les yeux. Mais Isidore s'interrompit. « Lui, nous allons pouvoir le ramener. »« Et Solange ?» insista Castella. Isidore se frotta le visage. Il paraissait gêné pour répondre. Alors, avec sa fougue habituelle, Fred insista. « Je vais tout faire pour » répondit simplement l'haïtien. Borel resta calme, mais exigea d'Isidore qu'il explique ce qui était en train de se passer. « À part de cérémonies invoquant Ragoul et des potions dont très peu détiennent les secrets, Mambo Suprême a attiré tous ceux que vous voyez là dans un monde qui émane directement de son esprit. Elle le contrôle et peut retenir n'importe qui prisonnier à l'intérieur. Si par malheur l'un ou l'autre sont tirés de cette transe sans respecter les formes, ils risquent de perdre définitivement la raison. Et s'il arrive quelque chose à la prêtresse pendant qu'ils sont ses prisonniers, ils resteront dans les limbes pour l'éternité. » « C'est l'histoire la plus débile que j'ai jamais entendue !» s'exclama Étienne. La réaction de Fred aurait sans doute été similaire s'il n'avait pas été très inquiet pour Solange. Il n'exprima donc pas le fond de sa pensée et se contenta de demander à Isidore s'il y avait une solution pour sortir ses amis de là. L'haïtien parut un peu embêté. Il prit le temps de réfléchir avant de donner sa réponse. « Je suis plutôt inquiet concernant la jeune femme. »
Il fit un signe de la tête en direction du corps allongé de Solange. Elle ne réagit pas comme elle le devrait. Je n'arrive pas à pénétrer ses pensées et je n'ai aucune idée de l'endroit où il se trouve. Pour lui, Il montra Isaac du doigt. j'ai vu précisément où la Mambo le retenait. Et les autres? Demanda naïvement Claire. Fred avait oublié les autres, et Borel ne s'en souciait guère plus. Mais ils ne purent pas l'exprimer. Aussi, Isidore s'employa à passer vers chacun d'eux pour savoir. Il commença par Alice, et quand il posa la main sur son visage, il ressentit une terrible douleur au cou. Il bondit en arrière pour y échapper et eut l'impression qu'il allait défaillir. Dès que sa main se détacha de la malheureuse jeune femme, un flot de sang jaillit de la gorge de cette dernière, exactement comme si l'on venait de la lui trancher. Le policier et le médecin ne purent retenir un geste d'effroi. Alice fut alors prise de spasmes et de soubresauts, comme si un dernier quartier de vie cherchait à la quitter. Le premier effet de surprise passé, Fred retrouva ses réflexes professionnels. Il se précipita vers la malheureuse et attrapa un mouchoir qu'il avait dans la poche, le posa sur la plaie pour en limiter le saignement. Borel, file-moi un coup de main. Le commandant n'hésita pas une seconde. Il prit la place du médecin, ce qui permit à ce dernier de vérifier les signes vitaux de la victime. Elle respirait doucement, mais elle respirait. Alice! Alice! Répéta-t-il plusieurs fois. Résistez! Elle se mit à tousser, ce qui rendit la compression de la plaie difficile pour le commandant et accentua le saignement. Fred constata que ce dernier se faisait en flot continu, sans jet rythmé. La respiration était rauque, tout laissait à penser que seule la trachée était touchée, ce qui laissait un espoir. Il attrapa un stylo dans la poche de sa chemise, en retira l'encre et la mine pour ne garder que le tube, et d'un geste sec le planta dans la trachée. La respiration devint plus bruyante, mais plus régulière. Il se tourna vers Claire. « Appelez du secours, vite !» La jeune femme jeta un regard à Borel pour avoir son accord. Ce dernier, bien que concentré sur sa tâche, répondit d'un hochement de tête. Dufresne saisit son téléphone, mais Isidore arrêta son geste. Si vous faites cela, comment allez-vous expliquer tout cela à vos collègues et au secours? Si vous ne le faites pas, elle va mourir, et cette fois pour de vrai. Claire se dégagea de l'emprise de l'haïtien et composa le 18. Isidore s'affola. D'accord, très bien. Alors, nous avons très peu de temps. Une fois qu'il fut en contact avec les secours, Claire tendit le téléphone à Fred qui, après s'être présenté, fit une description rapide de la situation. L'opérateur au bout du fil fut pris de panique. Le domaine des deux lacs était trop éloigné du moindre centre de secours pour permettre une intervention prompte. « Envoyez-nous l'hélico !» ordonna Fred. « C'est pas si simple, il faut... » « Il ne faut rien du tout si vous activez la procédure d'urgence, alors faites-le !» L'interlocuteur n'osa pas contrarier le médecin et s'exécuta. Quand il eut la certitude que les choses étaient en route, Castella n'estima pas nécessaire de rester en vie. Il préféra se concentrer sur le maintien en vie d'Alice. De son côté, Borel ordonna à ses hommes de demander du renfort. La discrétion n'était plus nécessaire. Tout à la gestion de l'urgence, ni Fred, ni Borel, ni les autres policiers présents n'avaient vu Isidore foncer en direction du siège où se trouvait Mambo Suprême. Quand ils virent l'haïtien près de la prêtresse, ce dernier avait collé son front contre celui de la femme et hurlait des mots de nouveau incompréhensibles. Étienne et Julien eurent le réflexe d'intervenir pour mettre fin à cette étrange comédie, mais Borel leur ordonna de ne pas bouger. Tout d'abord, la Mambo resta de marbre, toujours droite sur son siège, les yeux grands ouverts, et bien qu'Isidore plongeait son regard dans le sien, elle ne semblait ni le voir, ni même sentir sa présence. Et puis, elle cligna des yeux une première fois, et en même temps eut un geste de recul, comme si elle avait reçu un coup dans le ventre. Revenue à elle, elle parut totalement désorientée. Son visage exprima la surprise, puis la peur, et en découvrant Isidore et son étrange maquillage, la colère. L'haïtien, quant à lui, restait immobile, et fixait celle qu'on pouvait considérer comme son adversaire, avec rage et détermination. On eût pu croire qu'un combat allait s'engager entre les deux serviteurs des rites vaudous, mais un vrombissement sourd accompagné d'un vent soudain vint les distraire d'un seul coup. Tous levèrent la tête vers le ciel. L'ombre oppressante d'un hélicoptère descendait lentement sur eux. L'appareil cherchait à se poser dans la petite clairière et l'exercice semblait périlleux. L'air déplacé souleva poussière et branches, et le bruit déchira les tympans de tous. À peine l'engin toucha-t-il le sol que 3 personnes en descendirent avec une civière et coururent vers les policiers. Un instant distrait par cette irruption pour le moins spectaculaire, Isidore voulut revenir à son affrontement avec Mambo Suprême. Mais cette dernière, profitant de la diversion, avait disparu. L'haïtien pesta intérieurement contre lui-même. Il aurait aimé en finir de suite avec le gourou de l'ordre. Ce n'était que partie remise,
D'ici là, il allait porter secours à ceux qui venaient d'être libérés de l'emprise de la prêtresse. Le spectacle qui s'offrit à Isaac lorsqu'il regarda autour de lui le rassura tout autant qu'il l'inquiéta. Il vit qu'il se trouvait dans une clairière cernée d'une forêt qui n'avait rien à voir avec celle dans laquelle il se trouvait précédemment. Les arbres qui entouraient le lieu étaient bien ceux qu'il avait l'habitude de voir et la température correspondait à un mois de février. Il était de retour, c'était un soulagement. En revanche, les 5 ambulances, les 4 véhicules de police, tous ces hommes en uniforme de pompiers ou de flics qui s'agitaient dans tous les sens, ces types hagors que l'on conduisait vers les ambulances ou que l'on semblait interroger, tout cela l'intriguait au plus haut point. Se rappelant que Castelat était penché sur lui, il demanda au médecin ce qui se passait. « Allons jusqu'à l'ambulance, que vous puissiez être examiné. » Avec peine, le major se leva et en titubant avança vers l'un des véhicules de secours. Immédiatement, un secouriste vint à sa rencontre et l'aida à s'installer à l'intérieur. Pendant que ce dernier s'assurait que le policier était en bonne santé, Fred raconta en détail à Isaac ce qui s'était passé depuis leur disparition. Le policier eut du mal à comprendre qu'il avait été victime d'un rite vaudou et qu'il n'y avait échappé que grâce à l'intervention d'un curieux prêtre haïtien. Mais face à l'incroyable de ce qu'il avait vécu ces derniers jours, il ne resta pas totalement fermé. Demeurant dans l'incroyable, il lui narra le réveil d'Alice et comment il lui avait évité une mort certaine. Mais il ne put pas lui cacher que Solange, elle, n'avait pas repris connaissance. Où est-elle? Une ambulance l'a déjà emmené jusqu'à l'hôpital. Et Giraud, Roy, Ménestrel? Marc Giraud n'était pas en forme quand il a repris connaissance et ce n'est pas certain qu'il survive. Il est aussi à l'hôpital. Pour Aurore, son réveil s'est passé dans les mêmes conditions que celui d'Alice, mais nous n'avons pas eu la même chance et nous n'avons pas pu la sauver. Quant à Sam Ménestrel et Roger Roy, ils sont au commissariat pour être interrogés. Les autres membres de l'ordre vont y être conduits également. Bovel et les collègues? Ils sont au château pour essayer de retrouver Mambo Suprême, ou au moins des informations sur tout ce qui s'est passé ici. Borel avait chaud sous son casque de protection. Du moins, il transpirait, et si ce n'était pas la chaleur, c'était peut-être la peur. L'équipement était complet donc, car au casque s'ajoutait un gilet pare-balles floqué d'un large police, des gants et d'une visière de sécurité. Arme à la main, il était accroupi derrière un petit muret qui se trouvait à 20 mètres de l'entrée du château. 7 ou 8 hommes vêtus de la même manière se tenaient juste derrière lui. L'un d'eux, un grand gaillard que l'on devinait blond à cause de quelques mèches de cheveux qui étaient passées de sa protection, vint interpeller le commandant. « Nous sommes en place, commandant. »« Parfait. Et notre invité? » ?»« Il est là, à l'arrière, sous la protection de 2 de nos gars. »« Parfait. Surtout qu'il ne le quitte pas des yeux et qu'il reste à couvert jusqu'à ce que je donne l'ordre de nous rejoindre. » »« Vous êtes certain que c'est une bonne idée de s'encombrer d'un kidam pour une telle opération ? » ?»« Non, je n'en suis pas certain. Mais M. Isidore sera peut-être plus utile que vous le pensez. » Le policier haussa les épaules mais n'insista pas. Borel, lui, était déjà passé à la suite. Il essayait d'estimer le temps nécessaire pour atteindre la porte et les risques encourus si Mambo Suprême et ses derniers fidèles avaient trouvé refuge là. Il n'avait pas la certitude que la fugitive soit ici, mais il devait vérifier et surtout ne prendre aucun risque. Approcher à vue comme ça, c'était s'exposer à être pris pour cible depuis l'étage de la bâtisse. Faire le tour pour chercher un autre accès, c'était une perte de temps qui pouvait compromettre bien des choses. Borel avait son idée. Il en fit part aux policiers qui l'avaient interpellé et qui étaient en charge du groupe d'intervention. Nous devons nous protéger pour approcher sans prendre de risques. Et je ne vois que les fumigènes pour avoir une chance de réussir. Oui, c'est aussi mon avis. Parfait. Alors on y va. Le policier acquiesça et en restant toujours accroupi pour garder la protection du mur, alla donner ses ordres aux autres. Quand tous furent prêts, il prévint le commandant qui donna l'ordre de l'assaut. Trois grenades fumigènes vinrent exploser entre le muret et le château. La fumée qui se dégageait était épaisse, mais elle ne durerait pas longtemps. Sans perdre une seconde, tous les hommes du groupe se précipitèrent armes à la main vers la bâtisse. Les 2 premiers, armés d'un bélier, défoncèrent la porte sans chercher à savoir si cela était nécessaire ou si elle était ouverte. Ils s'écartèrent pour laisser passer leur colère qui,
armes à la main, pénétrèrent dans les lieux. L'endroit était luxueux et calme, pas de traces de forcenés ou de danger. Les nouveaux venus ne baissèrent pas la garde pour autant, et avec minutie fouillèrent le rez-de-chaussée. Vite. Ils gagnèrent les étages, pas davantage de Mambo Suprême ou de Gédès. En revanche, lorsqu'ils descendirent dans les sous-sols, ils tombèrent sur un spectacle des plus étranges. Après avoir erré dans un dédale de caves voûtées, de petits couloirs sombres, ils trouvèrent une épaisse porte en bois fermée qui ne résista pas longtemps à leurs assauts. De toutes les pièces qu'ils avaient vues, celle-là était la plus grande, la plus large, la plus longue et la plus haute. Elle était voûtée et lâchement éclairée par quelques chandeliers aux bougies faiblardes. Si l'on avait cherché à donner un aspect glauque au lieu, pas de doute, on y était parvenu. Dans un premier temps, Borel et ses hommes eurent l'impression que l'endroit était vide, mais rapidement, ils distinguèrent des corps allongés au milieu d'un immense févès qui avait été dessiné sur le sol à la craie. Il y avait là, inconsciente, Mambo Suprême et 3 Gédès Cassius. L'arrestation allait être facile, du moins c'est ce que les policiers crurent. Mais lorsque le premier entra dans la pièce, qu'il posa les pieds à l'intérieur du vévès, il fut soudain pris de suffocation et s'écroula. Le second voulut lui porter secours, mais Borel l'arrêta en l'attrapant par le bras. « Non, Dit-il. personne n'entre. Il se tourna vers l'un des hommes restés en arrière et ordonna que l'on fasse venir Isidore. Lorsque le prêtre arriva sur les lieux, il ne parut pas surpris par le spectacle qu'il découvrit. Au contraire, il lâcha même un « J'en étais sûr. » Autant dire que cette assertion n'était pas de nature à plaire à Borel, qui avait espéré quelque chose de plus précis. Isidore s'approcha tout près du vévès, mais ne prit pas le risque d'entrer à l'intérieur. Il se pencha et posa simplement sa main. Il ferma les yeux et parut ressentir. Et puis, d'un seul coup, comme si quelque chose venait de brûler, il fit un bond en arrière. « Nous ne pouvons rien faire pour le moment. Une seule personne peut encore intervenir. » Qui? Questionna le commandant Borel. « Votre lieutenant Sorcan. » La surprise du policier fut totale. Il fit remarquer que Solange était pour l'instant à l'hôpital et inconsciente. « Justement, Dit alors Isidore. elle est encore dans le monde des esprits. Elle a sans doute, je ne sais pas comment, échappé à celui créé par Mambo Suprême. Mais c'est encore là-bas, et c'est là que la prêtresse se réfugie. Attendez, il nous suffit d'attendre. Elle reviendra bien à elle à un moment ou à un autre. Non, elle va regagner son vrai corps. Son vrai corps? Celle que vous voyez là est sans doute une adepte qui a donné son corps à la grande prêtresse. Cette dernière en prend possession quand elle en a besoin. Si elle parvient à regagner son vrai corps, vous ne saurez jamais qui elle est. Comment seulement je peux-t-elle intervenir? Que peut-elle faire? Là où elle se trouve, et comme c'est la Mambo qui l'a attirée, elle est seule à pouvoir la traquer et l'empêcher de regagner son corps, dans les meilleurs des cas. Ou à minima, savoir, découvrir qui elle est. Mais il y a un problème. Lequel? Votre lieutenant ne sait pas ce qu'elle doit faire. Borel comprit immédiatement qu'Isidore avait une idée derrière la tête. Il lui demanda donc de s'expliquer. L'haïtien hésita un peu. Je pense que je peux envoyer quelqu'un vers elle, mais Mais quoi? il y a un risque. Je ne suis pas certain de ses pratiques, et si je fais une erreur... Le prêtre haussa les épaules pour faire comprendre que, dans ce cas-là, cela ne serait pas sans conséquence. Borel réalisa à ce moment qu'il cautionnait une sorte de sorcellerie rationnelle. Solange était inconsciente à l'hôpital, ce n'est pas elle qui allait arrêter la Mambo. Non, il devait trouver un moyen de l'atteindre et mettre fin à cette comédie. C'est stupide, tout cela est stupide. Je suis en train de me laisser entraîner dans une histoire sans queue ni tête. Ne soyez pas si affirmatif. Coupa une voix familière. Isaac venait d'arriver. Il était encore un peu faible et soutenu par Fred. Ce que vous raconte cet homme Il désigna le prêtre d'un geste de la tête. correspond bien à ce que j'ai vécu pendant que j'étais inconscient. Ce que vous avez vécu? Et le major de raconter les Angors, la forêt, la rencontre avec Ménestrel puis Roi, l'étrange cérémonie, le sort réservé à Alice. Borel ne se laissa pas toutefois convaincre. C'était un mauvais rêve. On rêve quand on dort, commandant, pas quand on est drogué. Et puis, tout cela il y a trop présent, mais bien trop précis dans ma mémoire pour être un simple rêve. Il se tourna vers Isidore. Je me fous des risques. Je suis prêt à tenter l'expérience. Borel ne s'opposa pas au major. S'il avait cherché à le faire, pas de doute, Fred et Isaac n'auraient pas accepté. Aussi, lorsque le prêtre chercha l'approbation du commandant, celui-ci opina du chef et immédiatement, l'haïtien donna ses consignes. Il se tourna vers Fred. « Vous avez encore une ambulance sur site ?» Oui, Répondit le légiste. il y en a encore 2. Bloquez-en une et faites descendre une civière. Castella ne posa aucune question. Il partit en courant exécuter les ordres du prêtre. Ce dernier, pour sa part, se tourna vers Simon. Voilà comment ça va se passer. Vous allez faire comme votre collègue. Il montra du doigt l'homme qui s'était aventuré sur les VVS et avait perdu connaissance. Juste avancer au milieu des symboles. Mais je vais vous demander de rester le plus proche possible du bord, que je puisse vous prendre la main sans marcher moi-même sur les VVS. Il se tourna vers Borel. Quand je prendrai sa main, je vais me mettre à trembler et je ne pourrai plus bouger.
Vous aurez alors très peu de temps pour me transporter jusqu'à l'hôpital vers le lieutenant Sokan et faire en sorte que je lui prenne sa main. Le commandant n'était pas du tout convaincu, mais devant l'impuissance qui était la sienne et surtout la détermination du major Simon, il ne fit aucune réflexion et se contenta d'approuver. Fred revint bien vite avec les 2 ambulanciers et une civière. Isidore prit le temps d'expliquer au major ce qu'il devrait faire lorsqu'il retrouverait le lieutenant. Il lui fit répéter les consignes 2 fois pour être certain qu'il avait bien compris. Tout était prêt. Isidore regarda Isaac et lui fit comprendre que c'était à lui de jouer. Le major eut un petit pincement au cœur. Il prit une grande respiration et avança d'un pas décidé. Après avoir posé le premier pied à l'intérieur du VVS, il s'immobilisa. Il avait cru que la foudre allait s'abattre sur lui, qu'il allait ressentir une terrible douleur ou un engourdissement soudain et rapide. Rien de tout cela. Tout était normal. Il ferma les yeux. Le châtiment allait arriver. Il devait arriver. Non. Rien. Il se retourna pour chercher une explication près d'Isidore, mais là, il se rendit compte qu'il n'y avait plus personne. Il était seul. Un vent frais vint lui caresser le visage. Il leva les yeux et vit la voûte étoilée, le chant d'un grillon. Il était maintenant au milieu d'une clairière, de retour dans les tranches forêts qu'il avait pensé fuir. Une voix derrière lui l'interpella par son grade. Il se retourna. Le policier qui l'avait précédé sur les VVS était là, complètement perdu, ne comprenant pas ce qui s'est passé. Isaac l'avait déjà croisé au commissariat. Son prénom lui revint en un éclair. Ça va, Frédéric. Ne vous en faites pas, tout va bien. Où sommes-nous, Major ? C'est compliqué, mais je vais vous tirer de là, alors restez calme. Isaac se voulait le plus rassurant possible, ce qui n'était pas évident au vu de la panique toute naturelle qu'il lisait sur le visage de son collègue. Il n'avait pas le temps ni la force de gérer une crise d'angoisse. Il devait tout faire pour que Frédéric reste calme. Alors, il n'hésita pas à se montrer sûr de lui, même si au fond, il ne savait pas vraiment ce qui les attendait. Le policier finit par recouvrer un peu de sérénité, mais cela demeurait fragile. « Que fait-on maintenant » demanda-t-il. « On bouge », répondit Isaac. Le major avait fait 2 pas sur les VVS et, comme son collègue précédemment, il s'était écroulé. Borel et Fred s'étaient alors tournés vers Isidore pour jauger sa réaction. L'Haïtien était resté de marbre. Il s'était approché le plus possible du corps d'Isaac et avait attrapé sa main sans trop de difficulté. Comme il l'avait prédit, immédiatement ses yeux s'étaient révulsés et il avait commencé à trembler. Fred et Borel, aidés de 2 ambulanciers, avaient alors saisi le prêtre pour l'installer sur la civière et le conduire à l'hôpital. À suivre.